Je suis montée dans la voiture de mon mari et j'ai trouvé un tube de gel lubrifiant dans la boîte à gants. Je suis restée silencieuse. Je l'ai simplement remplacé en secret par de la colle industrielle. Ce qui s'est passé ensuite a poussé les voisins à appeler les pompiers en urgence. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou quel pays vous regardez cette histoire. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos récits voyagent. Je m'appelle Françoise. J'ai 62 ans et toute ma vie, j'ai cru au mariage, à la famille, à la fidélité. Pendant 40 ans, j'ai construit une boulangerie-pâtisserie avec mes propres mains, travaillant chaque nuit pour pétrir la pâte, préparer les brioches et les flancs aux œufs qui ont fait la réputation de mon établissement dans tout le quartier. Daniel, mon mari, n'a jamais vraiment participé. Il s'occupait de ses affaires, de ses réunions avec ses associés. Moi, je me levais à 4 heures du matin pour que les clients trouvent leur viennoiserie fraîche à l'ouverture. Ce soir-là, Daniel est rentré tard d'un dîner d'affaires. Il a jeté sa veste sur le canapé, desserré sa cravate et s'est effondré sur le lit sans même prendre de douche. Quelques minutes plus tard, ses ronflements remplissaient déjà la chambre. Je me suis levée pour ranger le désordre qu'il avait laissé dans le salon. La veste, le portefeuille, le téléphone portable, son vieil ordinateur. L'écran du téléphone était encore allumé avec un nouveau courriel visible. J'ai froncé les sourcils. Daniel n'utilisait jamais le courrier électronique. Il répétait toujours « Françoise, ces histoires de technologie sont trop compliquées. Je préfère téléphoner, c'est tout. » Et maintenant, un courriel étrange. Il était là, bien visible. Par curiosité, je l'ai ouvert. Le message était court. Quelques mots seulement. « Tu étais incroyable aujourd'hui, papa. » accompagné d'un cœur rouge. Je me suis figée comme si quelqu'un m'avait giflé. Papa. Qui l'appelait ainsi, avec un ton aussi intime? J'ai fait défiler l'écran vers le bas, cherchant d'autres indices, mais il n'y avait rien. Juste une adresse électronique étrange, remplie de caractères sans signification. L'inquiétude s'est emparée de moi comme un vent glacial entrant par une fissure dans la porte. J'ai regardé vers la chambre et vu Daniel se retourner avec un ronflement entrecoupé. J'ai sursauté. J'ai immédiatement remis le téléphone à sa place, le cœur battant fort comme celui d'une voleuse prise en flagrant délit. J'ai continué à ranger. J'ai pris ses vêtements sales pour les laver. En fouillant les poches du pantalon, j'ai senti un papier plié. C'était la note d'un restaurant élégant à Annecy. J'ai froncé les sourcils. Annecy. Il m'avait dit qu'il rencontrait des associés à Lyon ce soir-là. Le reçu montrait 2 personnes, une bouteille de vin coûteux, des plats principaux de filet et de pâtes. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois que Daniel m'avait emmené dans un endroit pareil. Peut-être il y a 10 ans, quand j'ai ouvert ma première boulangerie. Avec qui avait-il dîné maintenant à Annecy, alors qu'il mentait en disant être à Lyon? J'ai pris mon téléphone et photographié le reçu, ainsi que le courriel. Je ne voulais pas y croire, mais l'intuition d'une femme, d'une épouse de 40 ans de mariage, ne se trompe jamais. Quelque chose se passait, et je devais découvrir quoi. Je me suis rendue au garage. La vieille voiture de Daniel était encore chaude, avec une odeur d'essence dans l'air. J'ai ouvert la portière, allumé la lampe torche et fouillé chaque recoin du siège conducteur. Il n'y avait rien d'étrange, juste quelques pièces de monnaie et une bouteille d'eau vide. Mais, en mettant la main dans la boîte à gants côté passager, j'ai senti quelque chose de plastique et glissant. Je l'ai sorti et j'ai failli faire une crise cardiaque. Un tube de gel lubrifiant déjà utilisé, avec des résidus collés sur le bouchon. Je suis restée là dans l'obscurité du garage, le regardant comme s'il s'agissait d'un secret sale. Nous n'étions plus intimes depuis longtemps. Daniel disait toujours qu'il était fatigué, que l'âge lui avait retiré l'envie. Alors, à quoi servait ce gel? Je suis restée paralysée, mais la tête froide. Je l'ai remise à sa place. J'ai nettoyé mes mains avec une serviette en papier, comme si je craignais qu'il me laisse une marque. J'ai continué à fouiller, cette fois avec plus d'attention. Sous le siège arrière, j'ai trouvé quelques serviettes froissées, imprégnées d'un parfum doux qui n'était pas masculin, ni ma fragrance légère de rose. Ce parfum était étrange, provocateur. J'ai photographié tout, le gel, les serviettes, comme si je pouvais capturer l'odeur dans l'image. J'ai fermé la voiture et suis rentrée à l'intérieur.
Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains tremblaient en reprenant le téléphone de Daniel. À ce moment-là, j'étais presque certaine qu'il me trompait. J'ai parcouru ses messages, mais il n'y avait que des conversations de travail, froides et sèches. La boîte de réception était vide, sauf ce courriel étrange. J'ai vérifié les éléments envoyés et les brouillons. Rien. Tout était trop propre. Suspicieusement propre, comme s'il avait effacé toutes les traces. Le lendemain matin, dès que le soleil s'est levé et que la lumière douce s'est infiltrée par les rideaux de la fenêtre, j'étais déjà éveillée depuis longtemps. Je suis restée dans la cuisine, les mains occupées. J'ai préparé un petit déjeuner simple. 2 œufs au plat, un peu de pain grillé et une tasse de café noir bien fort, comme Daniel l'aimait. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. L'image du tube de gel, la note du restaurant et ce courriel tournaient sans cesse dans ma tête. Daniel est descendu fatigué, les cheveux en bataille et les yeux encore ensommeillés. Il s'est assis à table, a pris la tasse de café, en a bu une gorgée et l'a laissée à moitié pleine. « J'ai une réunion importante aujourd'hui », a-t-il dit d'une voix rauque, sans me regarder dans les yeux. « Je vais certainement rentrer tard. » Je me suis assise avec un sourire éteint, bien qu'à l'intérieur je veuille demander directement « Où est la réunion? Avec qui? Encore à Annecy ?» Mais je me suis retenue et ai simplement répondu « D'accord, prends soin de toi. » Il s'est levé, m'a tapoté légèrement l'épaule, comme d'habitude, et est parti. La porte s'est fermée, laissant la cuisine dans le silence, et moi avec mes soupçons qui grandissaient de plus en plus. J'ai rangé la table, lavé la vaisselle une à une, mais ma tête était un chaos. Je ne pouvais pas rester assise à inventer des théories. J'avais besoin de la vérité, de preuves claires. J'ai pris le téléphone et cherché le numéro de Madame Roselyne, une amie de longue date qui m'avait beaucoup aidée quand j'ai ouvert la boulangerie. Il y a quelque temps, elle m'avait parlé d'un bon détective privé, spécialisé dans les affaires d'infidélité. « Françoise, si tu en as besoin, je te passe le numéro de Monsieur Dantas. Il est très discret et fiable », m'avait-elle dit à l'époque. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais à l'appeler, mais maintenant je n'avais pas d'autre choix. J'ai composé le numéro d'une voix tremblante. « Roselyne, tu peux m'aider à contacter Monsieur Dantas? J'ai besoin de lui. » Elle est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Françoise, que s'est-il passé? Daniel a fait quelque chose ?» J'ai soupiré, sans envie de donner des détails par téléphone. « J'ai juste besoin de savoir la vérité. Tu m'aides ?» Roselyne a accepté immédiatement, et 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de Monsieur Dantas me fixant rendez-vous à midi dans un petit café près du centre. « Madame Françoise, restez tranquille, je vais vous aider », a-t-il écrit. À midi, je me suis rendue au café, un endroit minuscule avec des tables en bois usées et l'arôme de café torréfié remplissant l'air. J'ai choisi un coin isolé où personne ne me regarderait. Monsieur Dantas est entré. Un homme d'âge moyen, petit et robuste, avec une chemise bleue claire simple, mais des yeux profonds qui semblaient tout lire. Je lui ai passé une clé USB avec les photos que j'avais prises la veille. Le courriel étrange, la note du restaurant, le tube de gel et quelques serviettes. « C'est tout ce que j'ai », ai-je dit. « Je ne suis pas sûre, mais je crois que mon mari me trompe. » Monsieur Dantas a hoché la tête. Il a examiné chaque image sur son téléphone et prenait des notes avec soin dans un petit carnet. « Madame Françoise, j'ai compris. Je vais commencer à suivre Monsieur Daniel dès cet après-midi même. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai le plus rapidement possible. » « Merci, » ai-je dit doucement. « Je veux juste connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Je ferai tout mon possible. Rentrez tranquillement et ne soulevez pas de soupçons. » Je suis sortie du café et j'ai marché au milieu de la foule, mais la solitude m'enveloppait comme jamais auparavant. 40 ans de mariage. J'avais confié tout à Daniel, et maintenant me voilà, engageant quelqu'un pour suivre mon propre mari. Le soir, alors que j'étais assise à la boulangerie en révisant les factures de livraison, mon téléphone a vibré. Un message de Monsieur Dantas. Je l'ai ouvert, le cœur battant à 1000 à l'heure. C'était une photo. Daniel, avec la chemise bleu clair qu'il portait habituellement, entrant dans un restaurant élégant, main dans la main avec une femme. J'ai agrandi l'image et j'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était Céline, ma belle-fille.
Elle portait une robe noire moulante, très maquillée, lèvres rouges intenses, cheveux détachés. Il ne ressemblait pas à un beau-père et sa belle-fille, mais à un couple en plein rendez-vous amoureux. Je me suis laissé tomber sur la chaise, la main tremblant tandis que je tenais le téléphone. Céline, comment était-ce possible? Lors des réunions de famille, elle et Daniel agissaient toujours de manière distante, ils ne se parlaient presque pas. Monsieur Dantas a envoyé d'autres photos. Sur l'une d'elles, ils étaient assis dans un coin isolé, la table décorée de bougies et de fleurs. Céline penchée vers lui, souriante, et Daniel touchant son verre avec un regard étrangement tendre. En 40 ans, je ne l'avais jamais vu me regarder ainsi, pas même quand nous étions jeunes, quand j'étais cette fille de Provence avec les cheveux longs et un sourire radieux. Tard dans la nuit, une vidéo de Monsieur Dantas est arrivée. J'ai mis les écouteurs, appuyé sur lecture avec les mains si tremblantes que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Dans la vidéo, Céline se penchait à l'oreille de Daniel, murmurant quelque chose qui la fait rire fort. Sa voix sonnait douce. Ses yeux brillaient sous les lumières du restaurant. Puis ils se sont levés, sont sortis, et Daniel, en gentleman, a ouvert la portière de la voiture pour elle comme si elle était une dame et lui son amant parfait. J'ai répété la vidéo plusieurs fois et à chaque fois c'était comme un coup de poignard supplémentaire au cœur. Céline, ma belle-fille, que j'avais traitée comme une fille, à qui j'avais appris à faire le flan aux œufs traditionnel de la famille. Et Daniel, l'homme que j'avais aimé depuis que j'étais une fille en Provence, qui m'avait juré de rester avec moi jusqu'à la fin. Qu'était-il en train de faire dans mon dos? Dans le dos de mon fils Thomas? J'ai sauvegardé toutes les photos et la vidéo sur une clé USB, notant chaque détail, date, heure, lieu, jusqu'au nom du restaurant. Mes mains travaillaient comme en mode automatique, mais mon esprit était un chaos. Le lendemain matin, j'étais dans la petite cuisine de la boulangerie avec la liste des commandes pour un grand hôtel du centre-ville. Dès que j'ai fini de signer le bon de livraison, le téléphone a vibré de nouveau. Mon cœur s'est serré en voyant que c'était un message du détective Dantas. Une seule phrase courte. « Madame Françoise, je vous envoie d'autres preuves. » J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme, mais mes mains tremblaient en ouvrant le message. Une série de photos est apparue à l'écran. Sur la première, Daniel, avec sa chemise grise habituelle, sortait d'un cabinet d'avocat près de la place centrale. À côté de lui, Céline, avec un tailleur beige, les cheveux attachés en queue de cheval haute et d'énormes lunettes de soleil qui couvraient presque tout son visage. Ils marchaient ensemble, très proches, pas comme beau-père et belle-fille, mais comme un couple. Sur la photo suivante, ils étaient déjà devant un hôtel 4 étoiles avec des portes vitrées brillantes et une plaque dorée. J'ai agrandi l'image, cherchant désespérément un signe pour nier ce que je voyais, mais il n'y avait rien. Ils semblaient trop naturels, trop à l'aise ensemble. Ensuite, une courte vidéo de Monsieur Dantas est apparue. J'ai appuyé sur lecture et mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. Le filmage était de loin, mais suffisamment clair pour voir Daniel et Céline sur le balcon du 3e étage de l'hôtel. Il avait le bras autour de sa taille et elle appuyait sa tête sur son épaule, ses cheveux longs bougeant doucement avec le vent. Et soudain, comme un coup de poignard, je les ai vus s'embrasser rapidement, sans se cacher. Ce fut un baiser bref, mais suffisant pour brûler la dernière étincelle d'espoir que j'avais. J'ai regardé la vidéo encore et encore, image par image, chaque scène se gravant plus profondément en moi. Le rideau de la chambre s'est ouvert légèrement et Céline est apparue en courant pour embrasser Daniel, le visage illuminé de bonheur, comme une jeune fille amoureuse. Je me suis effondré sur la chaise, agrippant le bord de la table pour ne pas m'écrouler. Monsieur Dantas a écrit « De plus, ils ont loué la chambre depuis l'après-midi. Il semble qu'ils vont passer la nuit. Je continuerai la surveillance. » J'ai lu le message plusieurs fois, la gorge serrée. Quelques heures auparavant, Daniel m'avait envoyé un texto. « Françoise, je ne rentre pas ce soir. Je dois rencontrer un associé étranger potentiel. Dors tôt. » Le ton était doux, attentionné, comme il me parlait toujours depuis des années. Mais maintenant, je savais que ce n'était qu'un mensonge bien élaboré. J'ai ouvert le disque dur portable et sauvegardé soigneusement chaque photo, chaque vidéo. Dans la vidéo,
Le regard de Daniel vers Céline était tendre. La façon dont il caressait ses cheveux me rappelait l'époque il y a plus de 30 ans, quand il faisait cela avec moi. Le lendemain soir, pendant le dîner, je me suis assise face à Daniel dans la petite cuisine. Il mangeait et parlait d'une voix monotone, comme si rien ne se passait. « Françoise, cette semaine je dois signer des papiers importants de l'entreprise. J'aurais peut-être besoin que tu les examines. Ils sont compliqués. » J'ai pris un morceau de pain, fait semblant d'en prendre une bouchée. Je savais qu'il me testait. Il voulait m'entraîner dans son plan sordide. Je lui ai donné un sourire sec et répondu « Oui, je verrai ça plus tard. Maintenant, je suis fatiguée. » 3 jours plus tard, alors que je travaillais à la boulangerie, mon téléphone a vibré. Monsieur Dantas m'avait appelé. Sa voix était basse, presque un murmure. « Madame Françoise, j'ai enregistré leur conversation dans le parking de l'hôtel. J'ai utilisé un équipement spécial. Ils ne l'ont pas remarqué. Je vous l'envoie maintenant. » Mon cœur battait fort, mais j'ai simplement répondu « Merci Dantas. Envoyez-moi l'enregistrement. » Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu dans mes messages. J'ai mis les écouteurs, me suis assise à la table et appuyé sur lecture. La voix de Céline a été la première, froide et ambitieuse. « Papa, accélère cette affaire de contrat falsifié. Je veux avoir tout ce réseau de boulangeries rapidement. Je veux sortir cette vieille de ta maison. » J'ai ressenti un coup dans la poitrine. J'ai serré le téléphone avec force. Puis la voix de Daniel, grave et confiante. « Ces papiers, Françoise ne sait rien. Laisse entre mes mains. Elle me fait tellement confiance. » J'ai senti comme s'ils enfonçaient un couteau dans mon cœur. Ils ne me trahissaient pas seulement. Ils prévoyaient aussi de me voler tout ce que j'avais construit. Le réseau de boulangerie, la sueur, les larmes, les nuits sans sommeil à cuire chaque fournée, les jours à courir à travers la ville pour livrer les commandes et maintenir la réputation. Tout était à moi. Daniel n'avait jamais mis la main à la pâte, n'avait jamais servi au comptoir, ni signé de contrat avec les hôtels. Et maintenant, lui et Céline voulaient tout me prendre, me chasser de la maison que j'avais transformée en foyer. J'ai failli m'effondrer, mais j'ai eu le calme de copier l'audio sur la clé USB où je gardais les autres preuves. J'ai noté soigneusement l'heure, le lieu. Le lendemain matin, alors que je préparais le café à la boulangerie, le téléphone a vibré de nouveau. Monsieur Dantas a envoyé une autre série de nouvelles photos prises avec un téléobjectif. Sur celle-ci, Daniel et Céline étaient dans sa voiture, avec une épaisse chemise de papier devant eux. Céline avait un stylo rouge et marquait le document avec attention. Daniel, à côté d'elle, acquiesçait et souriait comme s'il était d'accord. Monsieur Dantas a écrit « J'ai entendu quelque chose. Il semble qu'ils veulent utiliser un contact au bureau d'enregistrement pour faire le transfert. Je vais enquêter davantage. » J'ai agrandi la photo, vu les lettres sur le papier, bien que je ne puisse pas les lire, mais je savais. Ce n'étaient pas des papiers de travail normaux. Ils planifiaient de voler mon effort pas à pas. Je me suis souvenu des jours où elle venait d'arriver dans la famille, quand je lui apprenais à faire du riz, quand je l'embrassais comme une fille. Je pensais qu'elle faisait partie de la famille, qu'elle serait la femme qui, avec Thomas, construirait un avenir. Et Daniel, l'homme que j'avais aimé depuis que j'étais une fille en Provence, qui m'avait juré de rester avec moi jusqu'à la fin. Il m'avait transformée en blague, en idiote qui croyait encore en l'amour et la famille. Ce soir-là, au dîner, j'ai regardé Daniel manger tranquillement. Il a bu plusieurs verres de vin. Son visage est devenu rouge et il a commencé à parler en traînant la voix d'un client ennuyeux qu'il avait vu ce jour-là. J'acquiesçais comme si j'écoutais, mais à l'intérieur je voulais crier « Tu me crois si stupide ?» Quand il s'est levé en titubant et est allé dans la chambre, j'ai rangé la table, chaque mouvement lent, contenant la rage qui bouillonnait en moi. Il s'est jeté sur le lit, ronflant fort, et a laissé son trousseau de clés sur la table de nuit, brillant sous la lumière faible. Je l'ai regardé, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. C'était ma chance. Je suis entrée doucement dans la chambre, faisant attention de ne pas faire de bruit. Chaque pas était comme marcher entre la douleur et la décision. J'ai pris les clés, les ai serrées fort et suis allée directement au garage. La nuit était tranquille. On entendait seulement le son des grillons dehors. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone. La lumière faible a illuminé la vieille voiture de Daniel. J'ai ouvert la portière.
Il y avait encore l'odeur d'essence mélangée à un parfum étrange. J'ai ouvert la boîte à gants entre les sièges, et là se trouvait le tube de gel avec le bouchon desserré et des résidus séchés sur le bord. Je l'ai pris dans ma main, sentant que je tenais un secret sale. Il était clair qu'il l'avait utilisé à nouveau, comme la confirmation que Daniel et Céline continuaient leur petit jeu en cachette. J'ai apporté le tube de gel à la cuisine, l'ai posé sur la table et lavé mes mains avec du savon au citron. Je les ai frottés à fond, comme si je voulais effacer toute trace de la trahison que je venais de toucher. J'ai ouvert le tiroir à outils et pris un tube de colle industrielle transparente, la même que j'avais utilisée une fois pour réparer une chaise à la boulangerie. J'ai ouvert le gel avec soin, l'ai rempli avec la colle goutte à goutte jusqu'à le remplir complètement. J'ai nettoyé l'embout, secoué doucement pour que cela se mélange et testé un peu. Cela sortait uniformément, comme le gel. À l'œil nu, personne ne remarquerait la différence. J'ai souri légèrement, bien qu'à l'intérieur je ressentais un ouragan. Ce n'était pas un jeu, c'était le premier pas pour obtenir justice. J'ai remis le tube dans la boîte à gants, arrangé tout comme avant et fermé la voiture. J'ai replacé les clés à côté du réveil de Daniel. Il dormait profondément, inconscient de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures, quand il faisait encore sombre. La maison était silencieuse. On entendait uniquement le ronflement de Daniel. J'étais dans la cuisine avec une tasse de café froid, regardant la casserole avec de l'huile que j'avais préparée sur la cuisinière. C'était la dernière étape de mon plan. J'ai attaché un fil fin à l'allumeur de la cuisinière et l'ai relié à une vieille boîte de café. En l'activant à distance, la flamme allumerait l'huile, créant une fumée dense suffisante pour alarmer les voisins. J'ai ouvert légèrement la fenêtre pour que la fumée puisse sortir. Puis, j'ai testé une fois. La fumée est montée rapidement. Je l'ai éteinte immédiatement et vérifié que tout était prêt. J'ai enfilé un manteau, pris mon grand sac et fait semblant de partir en voyage. Avant de sortir, je suis entré dans la chambre et ai secoué Daniel doucement. « Je dois aller à la gare routière maintenant. Je vais signer un contrat. Je rentrerai tard ce soir. » Il a ouvert les yeux, la voix endormie. « D'accord. Prends soin de toi, Françoise. » Puis il a continué à dormir. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais aimé autrefois, maintenant allongé sans percevoir le piège qui l'attendait. Au lieu d'aller à la gare routière, je suis allé chez Madame Lucienne, ma voisine d'en face. Elle a ouvert la porte et m'a regardé avec inquiétude. « Françoise, que fais-tu debout si tôt ?» J'ai souri de façon forcée. « Lucienne, je peux rester ici quelques heures? J'ai besoin d'observer ma maison. » Elle a froncé les sourcils, mais m'a servi un café chaud et installé sur une chaise près de la fenêtre. De là, on pouvait voir l'entrée de ma maison. Vers 10 heures, un taxi s'est arrêté devant la maison. Céline est descendue avec une robe fleurie et des lunettes de soleil. Daniel a ouvert la porte, regardé rapidement autour de lui et l'a fait entrer précipitamment. J'ai serré la tasse avec force. « C'est le moment !» ai-je murmuré et activé sur mon téléphone l'application connectée au magnétophone caché dans la chambre. Le son a commencé à sortir par les écouteurs. Le rire de Céline, le tintement de verre. J'ai entendu la voix de Daniel. « Ah, quelle paix! Nous n'avons plus à nous cacher. » Céline a ri. « Tu sais choisir le moment. La vieille est déjà partie, non ?» J'ai mordu mes lèvres, supportant la rage. Puis le lit a commencé à grincer. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Quelques minutes plus tard, Céline a crié « Qu'est-ce que c'est? Nous sommes collés !» Sa voix était paniquée. Daniel a grogné « Calme-toi, attends !» J'ai souri. J'ai touché mon téléphone et activé le piège à fumer à distance. Le fil a tiré, la cuisinière s'est allumée, la casserole a pris feu, la fumée noire est sortie en épaisse spirale par la fenêtre de la cuisine. Madame Lucienne a sursauté. « Françoise, ta maison prend feu !» J'ai fait semblant d'être surprise. Les voisins ont commencé à sortir, criant « La maison de Françoise prend feu, appelez les pompiers !» Monsieur Maurice a rapidement pris son téléphone et appelé les pompiers. Je suis restée là, la tasse serrée dans la main, sans quitter ma maison des yeux. Tout se passait selon le plan. Dans mes écouteurs, la voix de Céline résonnait désespérée. « Daniel, fais quelque chose, je ne peux pas bouger !» La voix de Daniel rugissait. « Ne crie pas !» Mais je savais qu'il ne pouvait rien faire. Le tube de colle industrielle fonctionnait déjà.
les laissant coincés dans le moment le plus humiliant. La fumée continuait à sortir, de plus en plus épaisse. Les voisins s'agglutinaient, criant en panique. « Où est Françoise ?»« Elle est partie en voyage pour le travail », a répondu quelqu'un. Madame Lucienne m'a regardé avec des yeux pleins de soupçons, mais a juste serré ma main doucement. Je savais qu'elle se doutait de quelque chose. 10 minutes plus tard, la sirène du camion de pompiers a retenti au bout de la rue. Le véhicule rouge a accéléré et s'est arrêté devant ma maison. J'ai vu Thomas sauter du siège conducteur avec son uniforme de capitaine des pompiers, le visage tendu. Mon fils a crié fort, « Préparez les outils rapidement, il peut y avoir des gens à l'intérieur. » Je l'ai regardé et ai ressenti une douleur aiguë. Mon fils, toujours fier de sa famille. Maintenant, il était sur le point d'affronter la vérité la plus cruelle. La fumée de la cuisine continuait à monter, faisant croire à Thomas et son équipe qu'il y avait un incendie grave. Mon fils a dirigé l'entrée avec une masse, cassé la porte d'entrée. Le son du bois se brisant a résonné dans l'air. Ses compagnons l'ont suivi avec des tuyaux et des extincteurs. J'ai entendu l'agitation venant de la chambre, les cris désespérés de Daniel mélangés aux sanglots de Céline. « Fais quelque chose, Daniel !» Thomas est entré dans la chambre. Par les écouteurs, j'ai entendu sa voix s'arrêter, tremblante. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Un pompier a murmuré surpris. « Mon Dieu !» Un autre a lâché un rire nerveux. Mais immédiatement Thomas a crié « Taisez-vous !» L'humiliation était déjà exposée, pas seulement pour Thomas, mais pour toute l'équipe de pompiers et tout le quartier. Un pompier est sorti en courant. « Capitaine, la fumée est contrôlée. C'était juste un petit feu d'huile, rien de grave. » Les voisins ont commencé à arriver, s'entassant devant la porte, pointant du doigt et murmurant. « Que se passe-t-il ? Ce sont Daniel et la belle-fille, » a crié une femme. « Mon Dieu, comment une chose pareille peut-elle arriver ?» Madame Lucienne a pris son téléphone et en silence a commencé à filmer, approchant la caméra de Daniel et Céline qui se contorsionnaient dans le lit. Elle m'a regardée. « Françoise, tu savais cela, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste acquiescé doucement. Thomas est sorti de la chambre. Par les écouteurs, j'ai entendu Daniel crier « Fais sortir tout le monde, ferme la porte, Thomas !» Mais c'était déjà trop tard. Tout le quartier était réuni avec des regards de mépris. Beau-père et belle-fille pris en flagrant délit. « Incroyable !» a exclamé un homme. « Pauvre Françoise !» a soupiré un autre. Les pompiers ont enroulé des draps autour de Daniel et Céline, essayant de couvrir les corps collés et les ont sortis sur des civières. On entendait les sanglots de Céline, mélangés à ses gémissements. « S'il vous plaît, faites quelque chose. » Daniel murmurait faiblement. « Ne laissez personne nous voir. » Mais tout le quartier les avait déjà vus. Ils ont été emmenés, enroulés dans un drap fin au milieu du murmure croissant. Quelle honte! Beau-père et belle-fille, quelle saleté! L'ambulance est partie, la sirène allumée. Entre les voix fortes se mélangèrent des rires. « Quel spectacle !» a crié M. Maurice. « On ne peut pas croire que deux personnes aussi éhontées existent. » Je suis restée au milieu des gens, faisant semblant d'être surprise, comme si je venais d'arriver de la gare routière. Thomas est resté immobile dans la cour, les bras pendants et le visage pâle. Ses compagnons évitèrent de le regarder et rangèrent les outils en silence. Je me suis retenue et ai marché derrière Madame Lucienne, qui en silence m'a accompagnée jusqu'à l'hôpital. Nous nous sommes assises dans le couloir du 3e étage, attendant. Des heures plus tard, un médecin est sorti. Il m'a regardée et parlé à voix basse. « Madame Françoise, nous avons réussi à les séparer. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages graves. Ils ont juste besoin de pommade pour la peau. » J'ai acquiescé, pendant que mes doigts touchaient discrètement le sac où je transportais cachés 2 tubes de moutarde épaisse que j'avais préparés. « Merci, docteur. Je peux les voir. » Il m'a conduite au comptoir de l'infirmerie où on m'a remis 2 tubes de pommade. L'infirmière m'a regardée avec compassion. « Madame, cette situation est très difficile. Je suis désolée. » Au moment où elle s'est retournée, j'ai échangé les tubes par ceux de moutarde. Mes mains ont bougé rapides et sûres. Je suis entrée dans la chambre d'hôpital avec un tube de moutarde dans la main. « Daniel, Céline, vous allez bien ?» Céline était dans le lit, les cheveux en désordre, les yeux rouges, incapable de me regarder. Daniel, encore pâle, a murmuré « Françoise, je vais t'expliquer. » Mais je ne l'ai pas laissé continuer.
J'ai posé le tube sur la table à côté du lit et suis sorti. Quelques minutes plus tard, un cri déchirant est sorti de la chambre. Céline pleurait. « Ça brûle, ma peau brûle !» Daniel se tordait dans le lit en jurant « Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça ?» Le couloir entier s'est agité. Des patients et des familles sont sortis pour regarder. Une dame a murmuré « Ce sont eux, le couple de la vidéo sur Internet, le beau-père avec la belle-fille. Quelle honte !» Un autre a ajouté « Bien fait pour eux ». Le médecin a couru dans la chambre, demandé aux infirmières de nettoyer la peau et appliquer un neutralisant, mais l'humiliation de Daniel et Céline était déjà publique, impossible à contenir. La vidéo de Madame Lucienne s'était répandue dans tout le quartier et même sur les réseaux sociaux. J'étais dans le couloir, écoutant les murmures, sentant comme si le monde entier témoignait de la chute de ces deux traîtres. Quand la foule s'est dispersée, Thomas est entré dans la chambre avec une épaisse chemise dans la main. Je l'avais appelé dès que l'ambulance était partie, lui demandant de prendre l'enveloppe avec les preuves que je gardais dans le tiroir et les 2 papiers de divorce que j'avais prêts. Il m'a remis la chemise avec le regard vide, sans rien dire. Je l'ai ouverte, pris les documents et les ai posés sur la table devant Daniel et Céline. Je les ai regardés directement dans les yeux, la voix froide mais ferme. 40 ans de mariage se terminent ici. Signez, puis faites ce que vous voulez, du moment que vous disparaissez de la vie de mon fils et de la mienne. Céline s'est effondrée en pleurant, regardant Thomas. « Mon amour, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Mais Thomas a juste observé avec le regard dur comme la pierre et est sorti sans dire un mot. Daniel a essayé d'attraper ma main, la voix tremblante. « Françoise, écoute-moi. Je ne voulais pas ça. » Je me suis dégagée brusquement, l'interrompant. « Ne dis plus rien, Daniel. Ce chemin, c'est toi qui l'as choisi. » Il a crié désespéré. « Françoise, je t'en prie. » Mais l'infirmière est entrée et a averti. « Faites silence, nous sommes dans un hôpital. » Je me suis retournée sans regarder en arrière. Dans le couloir, j'ai vu Thomas adossé au mur, la tête entre les mains. Je me suis approchée et posé ma main sur son épaule, mais il n'a pas levé le visage. « Maman !» a-t-il chuchoté d'une voix brisée. « Pourquoi fallait-il que ce soit papa? Pourquoi elle ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste serré fort dans mes bras, partageant sa douleur avec la mienne. À cet instant, j'ai su que Daniel et Céline avaient tout perdu. Honneur, mariage et même leurs plans sordides. Mais Thomas et moi avions aussi perdu une famille. J'espérais juste qu'avec le temps, nous trouverions la paix. Quelques semaines après le scandale, ma boulangerie était plus pleine que jamais. La sonnette de la porte tintait sans arrêt. Les clients entraient et sortaient avec des sourires et des compliments. « Françoise, vous êtes si forte », a dit Madame Claire en tenant un sac avec des flancs fraîchement cuits. « Tout le quartier est fier de vous. » J'ai souri, remercié. Les gens me soutenaient, mais seul je savais que cette force venait des morceaux brisés de mon cœur. Chaque fois que je regardais le four où j'avais travaillé pendant 40 ans, je me souvenais de Daniel et Céline, ceux qui avaient voulu tout me prendre, mais avaient échoué. Thomas a emménagé pour vivre avec moi peu après ce jour. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé, mais je remarquais le changement. Il n'était plus le Thomas joyeux d'avant. Ses yeux semblaient maintenant profonds, comme s'il portait une blessure qui ne fermait pas. « Maman, je veux rester ici un moment », m'a-t-il dit la première nuit en entrant avec sa valise. « Je vais t'aider à gérer la boulangerie. » Je l'ai embrassé et ai juste acquiescé sans rien demander. Je savais que Thomas avait besoin de temps, tout comme moi. Chaque matin, nous ouvrions la boulangerie ensemble. Je préparais le four, arrangeais les plateaux, et Thomas révisait les factures et appelait les hôtels et restaurants. « Maman, l'hôtel Le Bristol veut augmenter la commande de brioches pour la semaine prochaine », m'a-t-il crié de la caisse. J'ai répondu « Très bien, confirme la commande ». Ces moments simples me donnaient une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il n'y avait plus les regards faux de Daniel, ni la voix calculatrice de Céline. Il ne restait que Thomas et moi, prenant soin de ce que nous avions encore. Les dîners maintenant n'étaient que nous deux. Nous nous asseyions face à face dans la petite cuisine, mangeant des plats simples. « Maman, tu fais du flan pour le week-end » m'a-t-il dit un soir avec un léger sourire, le premier que je voyais depuis le scandale. « D'accord » ai-je répondu soulagé. « Mais tu m'aides à remuer le caramel. »
Il a acquiescé, et à ce moment j'ai senti que petit à petit nous nous remettions. J'ai commencé à me donner du temps pour moi, quelque chose que je n'avais presque jamais fait en 40 ans. Je me suis inscrite dans un club de cuisine au centre culturel où des femmes de mon âge partagèrent des recettes et racontèrent leurs histoires. « Françoise, vous faites le meilleur flan du quartier », m'a dit une dame en riant quand j'ai apporté un plateau. J'ai aussi commencé à aller à la messe les week-ends. Je m'asseyais en silence, avec la lumière des vitraux sur mon visage, et priais pour Thomas et moi, pour que nous trouvions la force de continuer. Parfois, je sortais marcher avec Madame Lucienne sur la place, l'écoutant parler des ragots du quartier. « Tu sais, Françoise » m'a-t-elle dit les yeux brillants, « tout le monde dit que c'est toi qui as gagné. » J'ai juste souri sans répondre. Gagner peut-être, mais le prix était de perdre toute ma famille. Thomas changeait aussi. Il est devenu moins silencieux et a commencé à me parler de son travail de pompier. « Hier, nous avons éteint un incendie au marché, » m'a-t-il dit un soir. « C'était dangereux, maman, mais heureusement personne n'a été blessé. » Je l'écoutais, le cœur plein de fierté. « Fais très attention, » ai-je demandé d'une voix tremblante. « Je n'ai que toi. » Thomas m'a regardé avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, maman. Je ne te laisserai jamais seule. » Ces mots ont été comme un remède. Ils m'ont redonné la foi que même si j'avais tant perdu, j'avais encore mon fils qui serait toujours avec moi. Un après-midi, pendant que la boulangerie était pleine de clients, je suis restée assise à la caisse, observant le mouvement de la rue. La sonnette tintait sans arrêt. L'odeur de brioche remplissait l'air. J'ai regardé les plateaux avec les flans et les pains et pensé à tout le chemin parcouru. J'ai construit cette boulangerie de mes propres mains, depuis que j'étais une fille en Provence jusqu'à devenir une femme qui a su résister. Daniel et Céline ont voulu tout me prendre, mais n'ont pas réussi. J'ai gardé ma boulangerie, gardé Thomas, et surtout, je me suis gardée moi-même. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et lieux ont été changés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.